Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap. Cette année, la rentrée politique est monothématique. Un seul homme monopolise toute l'attention médiatique, pour le meilleur et pour le pire. C'est évidemment François Bayrou. Avec son vote de confiance du 8 septembre, annoncé habilement dès le 25 août, le Premier ministre s'est assis sur un siège éjectable tout en s'assurant une grosse opération de communication pour ses derniers jours à Matignon. Jamais de tout son exercice de Premier ministre, voire de toute sa carrière d'ailleurs, Bayrou n'a autant suscité d'intérêt. À la manière de Macron l'année dernière avec sa dissolution, il a dégoupillé une grenade dans le jeu politique sans qu'on sache vraiment s'il se rend compte qu'elle pourrait bien lui exploser au visage. D'ici là, on parle de lui et c'est peut-être déjà suffisant pour flatter son ego boursouflé. Pour le reste de la classe politique, pas d'autre choix que de faire monter la sauce béarnaise tout en essayant de se placer au passage. Le PS l'a très bien compris, on en a parlé lundi. Les socialistes font des pieds et des mains pour arranger leur image écornée par de nombreuses divisions et autres traîtrises au NFP en se replaçant comme un parti de gouvernement quitte à tendre la main à Macron. Olivier Faure s'échine à diriger le navire en organisant ses troupes. Même chose à droite, si ce n'est que Retailleau, le chef des Républicains, fait lui déjà partie du gouvernement actuel, ce qui complique un peu la tâche de capitaine, surtout quand ses troupes sont en ordre dispersé. Dès lundi, Retailleau a appelé à ne pas rejoindre les incendiaires qui refuseront de voter la confiance au gouvernement le 8. Je pense que sur cette question de confiance, il ne faut pas se tromper sur le sens du vote. Ce n'est pas une question pour ou contre le Premier ministre, le gouvernement, pour ou contre les mesures que le Premier ministre a proposées au mois de juillet dernier. La question qui est posée, c'est de savoir si la dette astronomique qui pèse sur les épaules de tous les Français, c'est une menace ou pas. Eh bien moi, vous ne me ferez pas répondre non à cette question parce que j'ai des convictions. Je pense que la politique, c'est aussi des convictions d'abord. Et par ailleurs, depuis des années, ma famille politique dit que la dette, c'est une bombe à retardement qui peut nous exploser. Forcément, ça la fout mal de ne pas faire confiance quand son chef de parti est aussi ministre et risque donc de se faire éjecter au passage. Sauf que ces gros rebelles républicains semblent décidés à ne pas respecter les ordres du patron. Certains parlementaires LR traînent clairement des pieds, à commencer par le chef de file et ancien prétendant à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, qui veut que les adhérents soient consultés. Une occasion rêvée pour lui de tirer dans les pattes de Retailleau, qui lui a infligé quand même une déculottée électorale 75-25 il y a quelques mois à peine. Pour les frondeurs, il est plus que temps de prendre la tangente et de se repositionner comme un parti d'opposition, surtout à l'approche des prochaines échéances électorales. Et pour ne rien arranger, au PS comme chez LR, l'ombre des anciens présidents continue de planer comme des spectres encombrants au milieu des stratégies politiques. 2 ex-présidents officiellement à la retraite, mais toujours enclins à tirer les ficelles. Résultat, Olivier Faure comme Bruno Retailleau tentent d'imposer leur autorité, mais se font sans cesse parasiter par leurs prédécesseurs. Cet été, Hollande a joué les stratèges solitaires en discutant un peu avec Bayrou. Il a d'abord rejeté l'idée d'une censure immédiate, préférant le dialogue. Faure avait alors dû recadrer en déclarant qu'il était inimaginable que les socialistes votent la confiance. Finalement, ce lundi, Hollande a rétropédalé dans un argumentaire pour le moins flou. Il ne votera pas la confiance, je cite, non pas parce qu'il est dans l'opposition, mais à cause de la méthode. On écoute. Ce que je mets en cause, c'est le fait qu'il n'ouvre pas de discussion permettant justement au pays d'être dans une forme de stabilité et de cohérence. Il dit qu'il le fait cette semaine. Mais on ne fait pas en quelques jours un travail qui demande plusieurs semaines et qui aurait pu se faire durant le mois d'août et qui peut encore se faire. Vous étiez disponible, vous n'étiez pas en vacances. Mais même en vacances, chacun peut être sur son lieu de vacances tout en participant à des réunions, enfin en tout cas à des échanges. Mais l'argument, laissons-le tomber, il y avait tout le mois de septembre pour le faire.
Donc, le 25 août, François Hollande était ouvert au dialogue et voulait négocier avec Bayrou moyennant son soutien. Une semaine plus tard, c'est trop tard. On pourrait croire que l'ex-président s'est fait voler dans les plumes ou qu'il a décidé de rentrer dans le rang, aligné derrière Olivier Faure, comme ses camarades. Maintenant que le destin de Bayrou semble scellé, la donne a changé. Chez LR, Sarkozy, quant à lui, ne semble pas décidé à rentrer dans le rang. À la fois, c'est pas son genre. Au contraire, il vient de s'aborder la ligne de son propre camp et d'envoyer des coups de griffe à la terre entière, exception faite du RN. Entre deux démêlés judiciaires et juste avant son procès prévu à la fin du mois, le repris de justice préféré de la droite et conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron se paye une double page d'interview dans le Figaro de ce matin. Pour Sarkozy, une nouvelle dissolution est inéluctable. Sur la stratégie à adopter, il s'aligne donc plutôt sur Laurent Wauquiez et prêche pour l'abstention, une alternative crédible selon lui. Sinon, il craint que son parti soit assimilé au gouvernement Bayrou pendant les élections législatives à venir et donc risque d'essuyer une défaite cuisante dans les urnes comme l'année dernière. C'était une chose de participer à un gouvernement de coalition sans plateforme commune pour empêcher l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir, dit-il. Mais c'en est une autre de voter la confiance. On voit de quel côté se portent les inquiétudes de l'ex-président, à l'extrême gauche. Quand au contraire, il adoube l'extrême droite, estimant que le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella fait bien partie de l'arc républicain. D'ailleurs, Sarkozy ne croit tout bonnement plus au Front républicain. Pour lui, les Français ne suivront pas ce qui le porte, la gauche unie donc. Il croit en la capacité du RN à gagner, si c'est le choix des Français, je le cite, car le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections, et Marine Le Pen aussi, malgré sa condamnation. Pour Sarko, il est toujours dangereux de donner le sentiment au peuple français qu'on empêche les représentants d'un courant aussi puissant de se présenter. Ce serait donc bâillonner l'expression des Français. Foutue justice qui met son nez partout, jusque dans ses propres affaires d'ailleurs. Évidemment, ces déclarations n'ont pas manqué de satisfaire le parti à la flamme. Selon Politico, Bardella a salué son bon sens politique en découvrant l'interview du Figaro ce matin. Tu m'étonnes. Si Sarkozy caresse le RN dans le sens du poil, il ne se montre pas aussi flatteur avec Bruno Retailleau. Tout en déclarant qu'il l'apprécie et le soutient à plusieurs reprises, l'ex-président encombrant y va de quelques subtils coups de griffe. Il concède que Retailleau fait de son mieux et marque des points à l'intérieur, mais il s'empresse de refroidir l'enthousiasme, ce n'est qu'un premier pas. Selon lui, le Vendéen doit encore écrire la suite, plaidant pour un élargissement programmatique et personnel. Cette recommandation n'est pas nouvelle, Le Point en avait déjà fait état. Sarko trouve Retailleau trop catho-tradi. Il veut qu'il incarne une droite moins conservatrice, craignant que la droite soit en retard sur les questions de société. Alors on se demande bien ce qui peut lui faire dire ça. La liberté garantie de la femme à mettre fin à sa grossesse. Oui, mais... Vous ne voulez pas lui garantir cette liberté ? Si, elle est garantie. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'an dernier, il n'y a jamais eu autant d'avortements en France. Jamais. Donc, on voit bien qu'on est sur du symbolique. Ce que je crains, moi, sur les lois sociétales. Les lois sociétales ont toujours le même processus. On entrebâille la porte, c'est-à-dire qu'on va constitutionnaliser, par exemple, l'IVG, et petit à petit, la porte s'ouvre. Et la première des libertés, c'est la tranquillité, c'est l'ordre. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de liberté. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas non plus d'égalité, parce que c'est la loi du plus fort. Là où il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas y avoir une fraternité. Là encore. Donc je pense que c'est important de répondre à ce que les Français veulent de nous. France des honnêtes gens, c'est celle qui en a marre de la disqualification de l'histoire de France, de la pénitence perpétuelle infligée à notre pays. Ils n'en peuvent plus. La France, justement, des honnêtes gens, elle ne salit pas son histoire, elle ne déboulonne pas ses statuts, elle ne démolit pas ses gloires. Cette France-là en a vraiment absolument marre qu'on l'accuse d'un pseudo-racisme, un racisme imaginaire, du wokisme.
À l'origine, Sarkozy et Retailleau n'avaient rien à faire ensemble. D'un côté, l'ancien président, chef de clan, bling-bling, animal politique obsédé par les rapports de force. De l'autre, le Vendéen, villiériste, tout droit sorti du Puy du Fou, soldat discipliné de Fillon, longtemps vu par les sarkozystes comme un intrus toléré pour des besoins électoralistes. Bref, de droite qui s'ignorent, sinon se méprisent. Et finalement, retournement de situation, après la dissolution de 2024, les deux hommes se retrouvent main dans la main. Sarkozy rêvait d'une droite arrimée à la Macronie depuis 2022 et c'est Retailleau, le cadeau de radis, longtemps lui réticent à ce que LR copine avec les macronistes, qui a finalement fini par rendre cette alliance durable. Le Vendéen, incarnant une ligne toujours plus proche de l'extrême droite, enfonce le clou en raflant la présidence du parti quelques mois après son arrivée au gouvernement. Voyant le vent tourner dans les rangs de ses militants, Sarko n'a d'autre choix que de suivre le mouvement et de tendre une main sur sa droite. Fini le temps du RN infréquentable, désormais, comme les autres, il s'érige en rempart à la gauche. C'est la tendance. Sur la question de l'élargissement personnel, Sarkozy ne manque pas non plus de recommandations concrètes pour son président de parti. Selon Le Point, toujours, l'homme aux talonnettes clame à tous ceux qu'il reçoit que Retailleau devrait prendre du poids. Oui, prendre du poids. Il faut qu'il arrête de manger une pomme et de boire du thé le soir, répéterait-il à qui veut bien l'entendre. Un conseil venu de celui qui sait ce que c'est, de mesurer moins que ses ambitions. Comme Sarko n'a toujours pas digéré le soutien de Bayrou à Hollande en 2012, qui lui a coûté sa réélection, il n'a pas manqué de régler ses comptes avec le Premier ministre dans le Figaro. Le vote de confiance serait un suicide politique et à peu près le contraire de ce qu'il faut faire, commande-t-il. Bayrou fait perdre du temps à la France. Pour autant, il refuse d'appeler à la démission de Macron, qui veut pourtant toujours faire entrer, je cite, « le pied droit dans la chaussure gauche ». Il anticipe que le chef de l'État va une nouvelle fois partir en quête d'un Premier ministre et que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça sera donc l'impasse, mais reste que pour Sarko, Emmanuel Macron doit pouvoir aller jusqu'au bout de son mandat parce que c'est la République et qu'elle a des règles. Ironique, venant d'un homme qui a lui-même multiplié les entorses à la loi et qui traîne derrière lui plusieurs condamnations, dont certaines pour corruption et financement illégal. Celui qui se pose aujourd'hui en garant du respect des règles n'a jamais été le meilleur élève de l'éthique républicaine. On pourrait presque croire qu'il juge la République depuis le banc des accusés. S'il s'intéressait un peu plus aux règles du jeu, il saurait d'ailleurs sûrement que la destitution est prévue dans la Constitution. On passe au reste de l'actualité. Le 10 septembre s'annonce explosif. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une note des renseignements territoriaux. Cortège, évidemment, mais aussi et surtout blocage et des sites stratégiques. Et encore, action de sabotage serait prévue pour ce grand blocage annoncé pour la semaine prochaine. Au total, une quarantaine de mobilisations seraient prévues partout en France. L'objectif principal est de porter la contestation sur tout le territoire avec des micro-actions. L'hypothèse de bloquer certains axes routiers, à la manière des Gilets jaunes, reste évoquée. Les renseignements redoutent que les manifestants ciblent donc des sites stratégiques comme les dépôts pétroliers, les facultés, les axes routiers donc, les aéroports, les voies ferroviaires ou encore les plateformes Amazon. La note prend tout de même quelques pincettes en l'absence, je cite, de coordination structurée qui augmente la probabilité d'initiatives désorganisées et difficilement anticipables pour les autorités. Nous, en tout cas, aux médias, même sans coordination structurée du mouvement, soyez certains que nous couvrirons l'intégralité de cette journée, aussi bien sur le terrain qu'en plateau. Ceux qui sont les premiers à demander la réduction des dépenses publiques seraient-ils en réalité les plus gros assistés du système ? La question vise plus particulièrement le MEDEF et son université d'été. Car selon les informations de nos confrères du Canard enchaîné, le patronat, qui n'a de cesse de hurler contre la dépense publique, n'a rien trouvé de mieux que de financer son université d'été, organisée à Roland-Garros, qui plus est, par de l'argent public. L'addition pour l'État et par conséquent le contribuable s'élèverait à plus de 250 000 €.
Selon les révélations du Canard, une quinzaine de ministères, établissements publics, régions et autres organismes chargés d'une mission de service public ont tout simplement sponsorisé la fameuse Rencontre des entrepreneurs de France, la REF, moyennant de belles surfaces d'exposition, mais aussi la réservation de tables au dîner des partenaires. Le MEDEF a répondu à nos confrères en expliquant que les 14 partenaires publics présents à la REF 25 le sont pour la plupart depuis de nombreuses éditions. Pour d'autres organismes publics comme la Caisse des dépôts, la Direction générale des douanes ou encore l'Association pour la garantie des salaires, il s'agissait bien d'une première participation. L'État s'est sans doute fait la réflexion que 211 milliards d'aides aux entreprises, ce n'était toujours pas assez. On termine ce récap avec la validation par la Commission européenne de l'accord UE-Mercosur. Le traité avait attisé la colère des agriculteurs l'hiver dernier. Cet accord est en effet censé permettre à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. En retour, l'accord faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel, soja sud-américain, au risque de fragiliser certaines filières agricoles européennes. Les normes, notamment sociales et environnementales, sont sensiblement différentes entre l'Europe et l'Amérique latine. Malgré l'engagement d'intervenir en cas d'impact négatif de ces importations, la décision de la Commission européenne ne va pas calmer la colère paysanne. Une mobilisation est d'ailleurs prévue dès ce jeudi 4 septembre à Bruxelles, place du Luxembourg. Reste encore tout de même aux 27 États membres de donner leur aval d'ici la fin 2025. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.